Buenos días a todos. Bienvenido, señor Jean Rabas. Es un placer tenerlo en el Festival de Cine Europeo de Lima. Tenemos el honor de tener a Jean Rabas, que es un director de arte muy importante europeo. Ganó el premio César, que es el equivalente al Oscar francés, para los que no conocen el premio César por Vatel, y también fue nominado por la misma película para el Oscar. Y últimamente, su último trabajo ha sido junto a Polanski en J'accuse. Y sin embargo, como este seminario está más centrado en las películas que crean mundos particulares, vamos a centrarnos un poco en su trabajo que hizo en La Ciudad de los Niños Perdidos, donde realmente es un trabajo deslumbrante en lo que es dirección de arte, y en muchas otras cosas que va a tratar sobre las influencias y cómo trabaja y todo. Entonces, este seminario es para conocer un poco su trabajo, y al final de su exposición podrán a ustedes hacer preguntas en relación a los temas que ha tratado. Bienvenido, señor Rabas, y le damos la palabra. Bonsoir, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette masterclass. C'est vraiment toujours très enrichissant de parler de son travail à un public passionné de cinéma. Ça me touche beaucoup d'être avec vous ce soir. Voilà, je voudrais vous parler d'un film sur lequel j'ai travaillé il y a très longtemps. On a commencé ce travail en 1993 et c'est un film important pour moi parce que c'était déjà mon deuxième film. J'étais assez jeune, j'avais 32 ans quand j'ai fait ce film, et aussi parce que c'était vraiment un film comme on n'en faisait plus en France depuis au moins 30 ans. Ça a été un peu une révolution en France quand on a fait ce film, parce que c'est un film entièrement tourné en studio. C'est quelque chose qu'on ne faisait plus beaucoup, et c'est quelque chose, c'était très touchant parce que tous les vieux décorateurs venaient nous voir et nous dire à quel point ils étaient touchés de voir la construction d'un si grand décor, et surtout l'idée de reconstruire un univers complet comme nous avons pu faire sur la Cité des Enfants Perdus. Avant d'aller plus loin, peut-être que ça serait intéressant de regarder à nouveau des images de ce film, de regarder la bande-annonce du film La Cité des Enfants Perdus. Est-ce qu'on peut lancer les images? Merci.
Voilà, merci d'avoir passé ces quelques images. Euh, Tout d'abord, je voudrais vous expliquer comment je suis arrivé sur ce projet. En fait, tout ça vient de ma rencontre avec Marc Caro, qui est un des deux réalisateurs du film. Et Marc Caro et moi-même venons du cinéma d'animation en stop motion. Moi, j'ai débuté ma carrière comme maquettiste. Je fabriquais des maquettes pour des publicités, pour des clips vidéo. Et c'est sur le clip vidéo d'un groupe assez connu en France, le groupe Indochine, que j'ai croisé Marc Caro, qui était réalisateur. Et j'avais construit des maquettes, j'avais des amis qui avaient fait des marionnettes, tout en animation. Et avec Marc, on a vraiment trouvé qu'on avait un univers en commun, qu'on s'entendait très bien. On s'est vraiment liés d'amitié sur ce clip vidéo. Et quelques temps après, Marc m'a proposé de travailler sur le film Delicatessen en 1989 et de m'occuper de toutes les maquettes de Delicatessen. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dessiné les décors extérieurs et en fait, au fur et à mesure de l'avancement du tournage, Marc et Jean-Pierre m'ont demandé de dessiner de plus en plus de décors, ce qui fait que j'ai dessiné le toit, enfin j'ai dessiné pas mal de décors de Delicatessen. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Pierre également et on est vraiment tous devenus très très amis. Marc Caro est important pour moi parce que c'est lui aussi qui m'a fait rencontrer Philippe Decoufflé, grâce à qui j'ai fait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. Et ça m'a donné une assez grande crédibilité en France. Et quand est arrivé le projet de la Cité des Enfants Perdus, malgré mon âge assez jeune pour un chef décorateur à 32 ans, ils m'ont confié ce film qui était vraiment un budget très, très important pour l'époque. Et, et donc, cette rencontre avec Marc, cette rencontre avec ses univers très forts, Marc vient aussi de la bande dessinée, c'est vraiment toujours des univers très poussés, assez durs parfois. Et c'est comme ça qu'est arrivé, que je suis arrivé en tout cas sur le projet de la Cité des Enfants Perdus. Sur la Cité des Enfants Perdus, peut-être on pourrait montrer les photos des références de films. Ce qui est important, c'est qu'on s'est assez rapidement mis d'accord sur quelques films de référence. Alors, beaucoup de cinéma des années 30, les films de Carnet-Prévert en France, que ce soit Quai des Brumes ou La traversée de Paris de Claude Autant-Lara, mais aussi du cinéma expressionniste allemand, les films de Le cabinet du docteur Caligari ou Faust de Murnau. C'était vraiment des références très fortes pour nous. C'était des films en noir et blanc, mais c'était des films où le graphisme et la lumière et les décors, c'était souvent des décors, des films tournés entièrement en studio. Et, et ça a vraiment été des références très fortes pour nous. Une fois qu'on a parlé de ces films avec Jean-Pierre et Marc, il y a une question qui est arrivée assez rapidement. On savait qu'on voulait faire un décor très puissant, mais on ne savait pas encore si on voulait tourner en décor naturel ou si on voulait tourner en studio. Et il y avait une possibilité dans le port de Hambourg de recréer une partie de cet univers, mais c'est vrai que la décision de tout faire en studio, ça a permis d'avoir une maîtrise complète de la construction, de la couleur, de l'échelle du décor aussi. L'intérêt du studio, quand tout est tourné en studio, c'est que l'univers graphique devient très fort. Ça permet par exemple, même si on a travaillé dans le plus grand studio d'Europe à l'époque, qui faisait 4000 mètres carrés,
construire un port, évidemment, ça ne tient pas. Donc, ça permettait aussi d'avoir des triches de perspective, de faire des effets, de tricher sur la taille du décor. Et petit à petit, en fait, ça amène un climat qui est vraiment très, très particulier. Évidemment, ça permet surtout une maîtrise parfaite de la lumière et ça permet aussi d'avoir des couleurs et des matières particulières. Avec l'organisation, donc il y avait 2 metteurs en scène, il y avait Jean-Pierre Jeunet et il y avait Marc Caro. Jean-Pierre Jeunet s'occupait principalement en fait des acteurs, du découpage, de tout ce qui est autour de la caméra, de la lumière, et Marc Caro s'occupait plutôt, était très proche des costumes, de la déco, des effets spéciaux. Il était principalement axé là-dessus, en plus évidemment du travail de mise en scène. Et assez rapidement, avec Marc, nous avons eu une discussion assez simple, hein, mais c'était une discussion un peu fondatrice de la direction artistique de ce film. Et je me souviens, je suis allé chez lui et il m'a dit, écoute, pour moi, ce film, c'est rouge, c'est vert, c'est les Docklands de Londres, c'est Gustave Eiffel, c'est la Casbah, c'est aussi le Londres de Gustave Doré, et voilà. Et c'est vraiment, avec assez peu d'indications, en fait, ça m'a permis de vraiment créer cet univers, de faire de la recherche autour de ces thèmes. Et ce qu'on a fait également avec Jean-Pierre et Marc, c'est qu'on est parti à la campagne pendant 3 mois. Et je me souviens, Jean-Pierre finissait le scénario, était en train de faire des coupes, était en train de vraiment donner la dernière patte au scénario. Marc Caro faisait le storyboard et moi, je commençais à dessiner les décors, à essayer de refaire des recherches artistiques, de trouver les références, de trouver de la documentation. J'ai l'habitude de travailler avec beaucoup, beaucoup de documentation, même si c'est un film onirique, même si c'est un univers totalement inventé. Je pense que beaucoup de documentation, notamment sur les Docklands, sur l'architecture de la fin du 19e, de Gustave Eiffel, le Crystal Palace à Londres, tout ça, c'était des références importantes qui allaient nous servir plus tard. Souvent, le fait de faire beaucoup de documentation comme ça, c'est très enrichissant, mais il y a un moment donné où il faut un peu digérer les références pour les approprier. Peut-être qu'on pourrait montrer maintenant les photos des références de peinture, si on arrive à les mettre en plein écran. Voilà, si on peut. Est-ce que vous pouvez les mettre en plein écran? Bon. Dans les références en couleur, on s'était donné un peu. Et alors, on ne le voit pas très bien là sur les images, mais une des références artistiques, c'était Kiriko. Et on voit un peu sur les images qu'on a repris les couleurs du ciel, les couleurs de l'eau. On travaillait sur des couleurs un peu désaturées, mais le vert et le rouge étaient vraiment, au contraire, très, très accentués. Par exemple, toute l'eau du bassin, on mettait de la fluoricine dans l'eau pour essayer d'avoir un vert fluo, d'avoir des couleurs très, très fortes. Autodix, c'est à nouveau des références sur les mouvements expressionnistes, sur la peinture allemande des années 20, des années 30, ça c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et sur l'Angleterre des Docklands, alors là j'avais une documentaliste qui s'appelle Véronique Mellery, qui est maintenant devenue une très grande ensemblière de cinéma qui vient de finir le film de James Bond et qui à l'époque était assistante et qui m'a fait donc qui habitait Londres et qui m'a fait toute la documentation sur les Docklands de la fin du 19e à Londres. On voit un peu quelques photos de référence du port de Hambourg.
et aussi donc toute l'architecture de la fin du 19e, toute l'architecture métallique, c'est-à-dire l'architecture de Gustave Eiffel, l'architecture de toutes les constructions métalliques avec les rivets. Il y a beaucoup de présence de rivets, de briques dans le décor de la Cité des Enfants Perdus, et ça vient vraiment de cette recherche-là. La dernière référence importante et qui a vraiment, qui finit un peu. Donc, une chose aussi, c'est que ce qu'on se disait avec Marc, c'était qu'une des références qui devait être importante, c'était la Casbah. Et la Casbah, c'est un peu à l'opposé du Londres de la fin du 19e, mais ça permettait de penser une ville beaucoup plus organique avec des amoncellements de quartiers. On le voit bien sur un des matte paintings qu'a fait Jean-Marie Vives, l'esprit d'accumulation d'architecture et pas simplement d'avoir une ville nord-américaine avec des rues perpendiculaires. Là, on voulait quelque chose vraiment de beaucoup plus organique. Donc, c'était un mélange de l'organique avec la Casbah et de l'Angleterre des Docklands. On voulait retrouver quelque chose de vraiment dans une construction un peu empirique. Gustave Doré, c'est important aussi parce qu'il a fait je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Gustave Doré de gravure sur le Londres de la fin du 19e, mais il y a beaucoup d'ambiance des Docklands, il y a beaucoup de descriptions du monde ouvrier, du petit peuple de Londres de l'époque, un peu en opposition avec la grande bourgeoisie anglaise. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de montrer ce petit peuple qui travaille dans les ports, qui travaille dans les docks, qui est un peu caché, où on sent à la fois une grande misère, mais une grande collaboration. On voulait le monde des enfants dans la Cité des Enfants Perdus, ça parle un peu de ça, ça parle un peu de ce petit peuple qui se débrouille, qui s'entraide, un peu en opposition à ce qui se passe avec Crank. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est vrai que c'était ça les grandes références artistiques. C'était assez simple et à la fois c'était très puissant pour moi me permettre de faire la création de cet univers. Claudia, pregúntale, este cine expresionista que se pierde muchos años atrás, es un mayor reto como director de arte, sin duda, ¿no? ¿Y por qué cree que se deja de hacer esto por un cine más realista? Alors, je ne sais pas si on l'a complètement perdu. Je pense qu'il renaît maintenant avec je pense qu'il a pris d'autres visages maintenant. Le cinéma de David Lynch est un cinéma, pour moi, très expressionniste, surréaliste. Ce sont des univers très forts, très différents. Hein. Mais je pense, et puis le cinéma d'Alex Proya ou le cinéma enfin, je pense qu'en fait, le cinéma expressionniste ressort sous différentes formes. Mais c'est vrai que quand nous avons fait La Cité des Enfants Perdus, en tout cas en Europe, c'était vraiment... en France, nous avons connu dans les années 60 le cinéma, un cinéma beaucoup plus léger, avec la nouvelle vague, beaucoup plus centré sur l'étude des personnages. Et on avait un peu complètement oublié ce cinéma de décor, ce cinéma de graphisme. Et quand nous avons fait La Cité des Enfants Perdus, c'était vraiment un rappel au cinéma des années 30, 40, 50, pour montrer que créer un univers, ça pouvait être aussi intéressant que de simplement tourner dans une chambre de bonne. Je plaisante avec ça, mais en fait, j'aime aussi beaucoup ce cinéma-là. Mais pour moi, ce sont deux cinémas différents et c'est vrai que le cinéma un peu expressionniste était tombé dans l'oubli à cette époque. Je pense que La Cité a fait parmi d'autres, est un cinéma qui a relancé un peu le cinéma de genre, le cinéma
de décors et d'ambiance très forte. Mais en tout cas, pour moi, ça n'a jamais… Enfin, c'est beaucoup de travail de faire La Cité des enfants perdus. On a travaillé plus d'1 an sur ce film. Il y a énormément de dessins, il y a énormément de recherches de fait, mais quelque part, c'était plus facile à faire parce que dès le début, avec Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, on a vraiment réussi à créer les bases d'un univers très fort. Et après, les 3 mois que nous avons passés ensemble à la campagne, on était tellement en symbiose tous les uns avec les autres que je me souviens, il y avait tellement de décors tous les jours qu'à la fin, j'avais même plus le temps de leur montrer les dessins des décors. On construisait, ils arrivaient dans des décors, ils découvraient le matin même les décors et on était tellement bien synchronisés les uns avec les autres que tout était évident, tout était simple. Il y avait une chose que je me disais à l'époque, c'est que je n'avais pas le droit, je comprenais la chance que j'avais de faire ce film et je me disais, mais je n'ai pas le droit de ne pas avoir une idée originale toutes les secondes, tous les mètres carrés. Je me disais que chaque détail devait être nouveau, devait être une création et à aucun moment on a simplement copié une façade anglaise. Il y a toujours un souci d'interpréter la réalité pour le mettre dans notre univers. Et on était tellement connectés, Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet, Darius Khondji à la lumière, Madeleine Fontaine et Jean-Paul Gaultier au costume, on était tellement connectés, il y avait vraiment une espèce de, c'est pas une amitié, mais c'était vraiment une symbiose dans cette équipe qui fait que tout était assez facile, en fait, tout venait très facilement. Il y avait Aline Bonetto qui était déjà sur Delicatessen et qui était ensemblière sur le film. Tout était assez facile, en fait. Il y avait vraiment une grande harmonie et c'était assez facile, en fait, de faire ces créations. Peut-être qu'on pourrait montrer, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous avez du mal à montrer les photos en plein écran. Peut-être on peut encore essayer pour montrer les dessins des décors. Ah, super, bravo. Donc là, vous voyez, on voit la construction du décor tout en haut, ce sont les passerelles du studio. Et on a un peu une idée de l'ampleur de la construction. Je vous laisse faire défiler parce qu'il y a beaucoup de dessins et de photos à montrer. Ce qui était important, voilà, c'est la construction des 2 bateaux dans le port. Ce qui est important aussi, c'était qu'à l'époque, c'était un budget vraiment très élevé pour faire un film comme celui-là. C'est Claudie Hossard, la productrice, qui a réussi à faire une coproduction avec les Allemands, avec un studio allemand. Et on avait 90 millions de francs, ce qui, je pense, représente à peu près 40 millions d'euros maintenant pour faire ce film. Et le budget décor était de 22 millions de francs, ce qui doit correspondre à peu près maintenant à 8 ou 9 millions d'euros. Donc, c'était des budgets assez importants. Et pour y arriver, en fait, il y a eu à peu près 280 personnes dans l'équipe décoration, donc c'est quand même des très grosses équipes. Et il y avait vraiment, je me souviens que c'est une des rares fois où j'ai absolument dessiné chaque détail, tous les plans. Je faisais des esquisses de chaque plan. Et il me semblait que c'était important pour avoir un contrôle et budgétaire et artistique de ce film, de vraiment dessiner chaque détail. C'est pour ça que là, on voit un peu des esquisses, des recherches de tous les décors. Ce sont toutes mes esquisses. Donc, il y avait des références aussi à des décors d'un film de Fellini. Enfin, on essayait d'être le plus riche possible et d'avoir le plus de comment je pourrais dire, de générosité en fait dans ces décors.
Techniquement, en fait, nous avons travaillé de manière assez classique dans ce studio. La seule chose, en fait, qui a été, c'est un petit détail, mais qui était très important, c'est qu'on a beaucoup utilisé le polystyrène, notamment pour faire tous les murs de briques des décors. Et d'habitude, on utilise le plâtre et le staff. Et là, ça nous a permis en fait, on a fait graver par des fraises numériques. On a gravé dans le polystyrène toutes les plaques de briques et ça nous a permis de construire de manière très, très légère ce grand décor. Il faut comprendre que le décor était construit sur 17 mètres de haut, ce qui est vraiment très, très grand. On avait un studio à la Ferté-Alais qui faisait 4000 mètres carrés, donc qui était vraiment un des plus grands studios d'Europe et même du monde. Je crois qu'il y a juste le studio de James Bond qui fait 6000 mètres carrés, mais celui qu'on avait faisait 4000 mètres carrés et faisait 25 mètres de haut, ce qui nous a permis de construire très haut, de faire les quais et les façades d'immeubles. Nous avons fait en fait donc il y avait le plateau de 4000 mètres carrés et à côté il y avait 4 plateaux de 600 à 800 mètres carrés, par exemple pour tourner le laboratoire, c'est ce que nous avons utilisé. Et dans le grand plateau, nous avons un peu divisé en 2 parties l'utilisation du plateau. La première a été de construire le port avec toutes les rues, tous les dédales, ce qu'on voit là. Tout ça a été construit dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous avons tout démonté pour faire le grand bassin où on voit la maquette de la plateforme. Donc, ça a été vraiment une gestion. C'était très intéressant de travailler sur le grand bassin parce que nous avons utilisé des techniques. Là, c'est ce qu'on voit, c'est ce grand bassin. Et le ciel était fait avec des tuiles peints. Vraiment, on a mélangé des techniques de décor très théâtrales avec de la nouvelle technologie. Et quand on était vraiment sur le plateau, c'était vraiment très touchant de voir comment Darius Khondji a éclairé ces décors, parce qu'il y avait vraiment un mélange de nouvelles technologies et de construction très traditionnelles. Donc, vous voyez là sur l'écran tous les dessins, ça montre que vraiment chaque détail était pensé, chaque espace, chaque moment de circulation du décor devait être très particulier. Il y a un mélange entre des références très réalistes de Londres ou de la fin du 19e, mais la façon de l'utiliser, c'est beaucoup plus organique, c'est beaucoup plus étrange. Et c'est à ce niveau-là qu'on se rapproche un peu d'un cinéma expressionniste ou même d'un style un peu bande dessinée, pas dans la simplification, mais dans le fait qu'on s'est un peu libéré on s'est un peu libéré d'une logique architecturale classique. Je me permettais vraiment des choses qui ne sont pas possibles dans la réalité, mais comme c'est du décor, il y a beaucoup de choses qui, de coup, deviennent possibles et faciles à faire. Voilà, donc on voit un peu le côté organique du décor. Même sur ces roulottes, par exemple, il y a beaucoup de références avec des techniques, un design des années 50 américain, mais que j'avais réinterprété dans notre style. Là, on voit une des rues du port. Là, ce sont des cours. Même dans le traitement de mes dessins, j'avais envie de retrouver un peu la qualité. Alors, je n'ai pas du tout la prétention d'avoir son talent, mais les dessins d'Alexandre Trauner, c'est-à-dire de quelque chose de très… Je ne voulais pas quelque chose de trop BD, je ne voulais pas faire du décor au feutre de manière classique, j'avais envie de quelque chose d'assez… de faire des dessins assez rapides, assez ancrés, essayer de trouver une force dans le dessin pour exprimer le style de ce que je voulais montrer dans le décor. Voilà, sinon, ce qui était important aussi, c'est que Marc Caro est allé chercher Jean-Paul Gaultier pour faire les costumes qu'on voit là actuellement. Donc ça, c'était important aussi parce que
Jean-Paul Gaultier a fait quelque chose aussi de très graphique. Il y avait des très beaux personnages qui ont été trouvés par Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet. Et Jean-Paul Gaultier avait vraiment cet univers, a vraiment très bien compris comment l'interpréter. Là, on voit les matte paintings de Jean-Marie Vives, qui ont été, en fait, tout a été fait à partir de photos du décor. Rien, et on comprend bien le côté organique de la ville qu'on voulait. C'est vraiment ce que je cherchais, un mélange entre la réalité des Docklands et, et la déstructuration de l'architecture avec ce côté expressionniste. Voilà, ça on voit. Il faut imaginer qu'à l'époque, on est vraiment au tout début du numérique et que la 3D existe. On le voit sur les fumées vertes de la bande-annonce, mais c'est vraiment, on en est vraiment aux prémices. Donc on a un mélange, on est à une période où on mélange des techniques traditionnelles de matte painting, de photomontage et des techniques de 3D qui sont vraiment naissantes. On est en 1993-94 et c'est vraiment le tout début des images 3D. Una Voilà, est-ce que pregunta. vous... Cuando trabajas el proceso, en el caso de La Ciudad de los Niños Perdidos, que trabajaste muy, muy cercano con el director, primero planteas el dibujo, le planteas posibilidades y después cómo se escogen los materiales que van a usar. ¿Cómo es ese proceso hasta que llegas de las referencias de Doré o el expresionismo alemán o lo que sea, llegas al producto final? O sea, ¿qué tipo de conversaciones se tienen para llegar a esos acabados? Alors, je pense que chaque film est différent, chaque relation avec un metteur en scène est différente et c'est l'intérêt de faire du cinéma, c'est que ce n'est pas un travail de répétition. À chaque fois, on nous demande une nouvelle façon de travailler. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai envie de travailler. J'ai envie tout d'abord d'écouter ce que le metteur en scène a envie de faire comme film. Et pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Encore une fois, avec Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, la direction, c'était vraiment, ils m'ont dit, c'est Carnet-Prévert, c'est Murnau, c'est Pabst, c'est rouge, c'est vert, c'est les Docklands, c'est Gustave Eiffel, c'est la Casbah, et c'est tout. C'est-à-dire que c'était des références très simples et très fortes. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est que quand on s'est isolé pendant 3 mois, Marc Caro faisait le storyboard et me donnait toutes les indications de circulation, de placement de caméra, mais restait très léger au niveau de ce dessin, ne me donnait jamais d'indication de décor, ce qui moi, j'ai toujours peur quand un réalisateur me donne des références trop précises. J'ai l'impression que ça va m'enfermer dans quelque chose que je ne pourrais pas interpréter. Avec Marc et Jean-Pierre, surtout avec Marc, ces dessins me donnaient toutes les indications dont j'avais besoin. J'avais des indications très claires de mise en scène. Jean-Pierre Jeunet et visualisent, enfin Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro visualisent très bien comment ils veulent filmer les choses, où placer la caméra, comment les, euh, les personnages vont se déplacer dans le décor. Et à partir de ça, moi, petit à petit, j'essayais de construire euh, la circulation du décor, où placer, comment les personnages allaient se déplacer. Et en fait, c'est un peu la difficulté, mais c'est aussi l'intérêt de construire en studio, c'est que vous devez trouver une place pour toutes les situations du film. Parfois, il faut vraiment tricher sur le placement de la caméra. Il y a certains plans qu'on ne voyait que en mettant la caméra à un certain endroit et le reste du temps, c'était impossible de voir ces morceaux de décor. Il y avait
En France, on appelle ça une anamorphose, mais il y avait presque des compositions de décors qui se faisaient en plaçant la caméra à un certain endroit. Et ce qui était vraiment intéressant avec Marc et avec Jean-Pierre, c'est qu'eux étaient capables de voir ce travail très technique de placement de caméra, de recherche d'angles très précis pour que le décor se renouvelle, soit différent. Même avec 4000 mètres carrés de décor, en fait, recréer une ville et un univers, ce n'est pas suffisant. Et il faut trouver des ruses de manière classique ou avec les matte painting en numérique pour créer ces différents moments dans le décor. Encore une fois, ça, ce dont je vous parle, c'est une partie un peu technique de l'organisation du plateau, de l'organisation du décor. Mais c'est vrai que les indications un peu de base qu'on avait avec Marc, en fait, étaient suffisamment fortes pour que je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. J'avais toutes les informations à partir de cette première discussion. Là où il fallait, où il y a eu beaucoup de travail, ça a été vraiment pour placer, c'est pour être sûr que toutes les séquences aient un espace original, singulier, avoir l'impression de ne pas toujours tourner dans le même décor. C'était un peu ça la difficulté, mais et aussi pour des problèmes de budget, essayer d'anticiper comment on allait pouvoir construire tous les décors à partir de la même structure d'échafaudage. C'est pour ça que sur le cargo des cyclopes, on voit cette forme extrêmement pentue où sont assis tous les personnages. Et en fait, c'est parce que j'ai utilisé une des rues du décor comme structure d'échafaudage et construire l'intérieur du cargo. En fait, il faut, même si on a beaucoup de moyens, même si on a beaucoup de technologie, à un moment donné, il faut tricher, il faut réutiliser les mêmes éléments de décor pour pouvoir, parce que le budget était important, mais pas suffisant pour faire tout ce qu'on avait à faire. Et il fallait vraiment trouver pas mal de systèmes comme cela pour réussir à tout faire. Et une autre chose aussi qui était... Pardon. Esa pregunta. Yo sé que cada película es todo un proyecto distinto, pero para un director de arte que trabajar no sé, recrear el siglo XVIII es un trabajo muy atractivo, pero hacer una cosa como la ciudad de los niños perdidos es el sueño, me imagino, ¿no? Porque es donde la creatividad no tiene ningún límite. Oui, bien sûr, mais peut-être qu'on peut montrer des images des autres films que j'ai faits. Vous voyez, alors j'ai travaillé sur Vatel qui se passe au XVIIe siècle. Alors ça c'est un film de Gaspard Noé qui s'appelle Climax, qui est un tout petit film contemporain sur un groupe une soirée en fait qui se passe mal parce que la drogue, quelqu'un a mis de la drogue, du LSD dans une boisson et que la soirée tourne très mal. Mais vous voyez la recherche, juste le travail de couleur sur un film. J'ai travaillé juste 3 semaines sur ce film, ça a vraiment été très rapide. Mais pour moi, c'est vraiment une grande fierté parce que c'est une nouvelle esthétique, c'est quelque chose de beaucoup plus... autant La Cité des enfants perdus, on peut dire que c'est un film expressionniste, autant celui-là, on pourrait dire que c'est un film un peu punk. Et c'est vraiment beaucoup plus jeune, beaucoup plus moderne, mais aussi beaucoup plus agressif, beaucoup plus violent. Donc c'est très intéressant. Ce que je pense qui est intéressant pour un directeur artistique, c'est de changer de style, c'est de changer d'univers, c'est de se remettre en question. Moi, j'ai jamais voulu refaire 2 fois le même genre de film. J'aime bien changer de style à chaque fois, écouter le metteur en scène et voir dans quel univers il a envie d'aller. Je pense que plus que La Cité des enfants perdus, c'est le fait de créer des univers à chaque fois. Et
même sur un film beaucoup plus traditionnel comme Jackie de Pablo Larraín. Jackie se passe à la Maison Blanche en 1963. Assez rapidement, avec mon équipe, voilà, on voit des images de Jackie, mais ça a l'air... tout le monde connaît la Maison Blanche, et pourtant, rien que le choix des couleurs des murs, rien que le choix de chaque tissu, vous voyez comment est composée cette image, en fait, tous les détails sont importants. On est dans un registre très classique, très simple, très contemporain, enfin pas contemporain, mais très classique, et pourtant le travail de direction artistique est extrêmement fort sur un film comme Jackie. Vous voyez le fait de choisir une moquette blanche, le fait de mettre aucun projecteur dans le champ permettait à Pablo Larraín de filmer à l'épaule à 360 degrés, d'être très très proche de sa comédienne Nathalie Portman, et lui a donné une très grande liberté. On le voit sur la photo, le plafond, en fait la lumière vient entièrement du plafond, et on a tendu un tissu sur la totalité du décor. C'était un très grand décor qui faisait 50 mètres de long. Donc, c'est tout le deuxième étage de la Maison Blanche. Il y a toutes les chambres, tout communique. Et même si on a trouvé les plans exacts de la Maison Blanche, parce qu'il y a eu une rénovation en 1958, et on a réussi à obtenir les détails de toutes les moulures, de tout. Vraiment, on est au courant de tout le détail de la Maison Blanche. Mais en fait, simplement de travailler sur la couleur, c'est vraiment, ça a changé complètement l'esthétique du film. Et là, le travail avec Stéphane Fontaine, le chef opérateur, et Madeleine Fontaine aussi, la costumière, on a fait un travail de collaboration, et on le voit assez bien sur cette image, vraiment que chaque détail a été posé, et pourtant on a respecté vraiment la réalité. Tous les tableaux qui sont au mur sont des reproductions photographiques des peintures de l'époque qui étaient posées à cet endroit-là. Donc c'est un peu comme travailler comme un musicien dans un concert classique. Il joue toujours la même partition, mais son interprétation en fait est importante. Vous voyez simplement la couleur des rideaux, la couleur de l'assise, du dossier, du fauteuil. Tout ça était vraiment, on a tout recréé nous-mêmes, on a beaucoup construit les meubles, on a fait construire beaucoup des chaises, et en tout cas tous les tissus ont été choisis, et on faisait vraiment beaucoup de recherches entre les costumes et, euh, et, et le chef opérateur pour trouver une esthétique très particulière. On a eu la chance de retrouver des hectachromes qui ont été prises à la Maison Blanche à cette époque, donc ça nous a beaucoup aidé, mais surtout, en fait, ce que moi j'ai essayé de retrouver, c'était la qualité de la couleur des hectachromes. Et en fait, plus que d'essayer de coller la couleur à la réalité, moi j'ai essayé de coller la couleur à l'image qu'on a des hectachromes de l'époque. En fait, c'est plus de recréer le souvenir de la Maison Blanche qu'on peut avoir sur 1963 et sur l'arrivée sur le passage de Kennedy et de la famille Kennedy à la Maison Blanche. Donc, créer un univers à partir de zéro, c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est sûr que j'adore ça, mais travailler sur un décor qui est très réaliste, si le metteur en scène a une vraie volonté de travailler sur la couleur, c'est vraiment aussi très intéressant. Et par exemple, là, Pablo Larraín a filmé tout le film. C'est quand même un assez gros budget, c'est un film important avec Nathalie Portman. Et pourtant, tout le film est tourné en pellicule 16 mm, ce qui abîme un peu la qualité de l'image, mais qui permet de lier le film avec toutes les images d'archives. En fait, le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, est composé d'images d'archives et d'images du film et d'images tournées en studio. Et l'idée, c'était que les images d'archives et notre tournage
soient complètement fondus l'un dans l'autre. Et c'est pour ça qu'on tenait tellement à ce que la pellicule, notre tournage soit tourné dans la même qualité que les images d'archives de l'enterrement de Kennedy. C'était vraiment important que personne ne fasse la différence. Et c'était vraiment très intéressant également de travailler sur un film aussi attachant avec un réalisateur qui avait vraiment une vision très très claire de ce qu'il voulait faire. Il y avait toujours des petites parts. Alors là, on est par exemple, on est dans l'avion présidentiel au moment où Johnson va faire la prestation de serment. Et on est à ce moment-là avec Jackie Kennedy qui refuse de se déshabiller et de changer ses vêtements qui sont pleins de sang de son mari. Et donc, c'est vraiment une décision très, très importante qu'elle prend. Elle veut que elle veut que le peuple américain se rende compte de la violence de ce qui a été commis. Et donc, c'était un moment très dramatique. Et par exemple, ce cadre-là, cet endroit-là, on n'avait évidemment pas de référence, mais c'était très intéressant d'imaginer comment devait être la chambre à coucher présidentielle dans l'avion, dans le Boeing 737. Donc, il y avait un mélange, à cet endroit-là, il y a un mélange entre de la documentation très précise de l'avion présidentiel et quand même l'interprétation de comment était la chambre. On n'a aucune photo, évidemment, de la chambre privée du président dans Air Force One. Et c'était intéressant aussi à ce moment-là de créer un moment beaucoup plus dramatique. Et voilà, ça c'est encore... alors, vous voyez, on a été très loin, on a reconstitué toute la vaisselle de la Maison Blanche. On était extrêmement, extrêmement précis. On a fait fabriquer ces chaises en Chine parce que ça nous coûtait très cher et on a vraiment travaillé avec les États-Unis, avec la Chine, beaucoup avec l'Angleterre, l'Allemagne. Il y avait vraiment les ensembliers allaient un peu dans le monde entier pour trouver les caméras, pour trouver la qualité du tissu. On a même fait rééditer à New York par l'éditeur de tissu qui a réellement travaillé avec Jackie Kennedy. Donc, c'était très intéressant de faire un peu un travail d'archéologie et même d'aller faire rééditer des tissus d'époque, de faire réimprimer des tissus. On a été assez loin dans la reconstitution et dans la précision. Et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment, cette photo le montre, c'est comment, même si le décor est très fort et très puissant, au final, c'est vraiment Jackie Kennedy qui est placé devant. Et ça, c'est vraiment le travail avec le chef opérateur qui cadrait aussi le film, et Pablo Larraín. Et quelque part, Pablo Larraín, simplement le fait de comprendre comment il allait filmer son actrice, c'est vraiment ça qui, moi, m'a permis de comprendre comment construire le décor. C'est-à-dire que c'est moi vraiment qui me suis adapté à la façon de filmer de Pablo Larraín. C'était vraiment un très, très beau travail à nouveau. Moi, je pense que ma qualité principale, c'est de savoir travailler en équipe, d'être vraiment à l'écoute du metteur en scène, du chef opérateur, et à l'intérieur de ça, d'être capable de ramener un univers très fort. Alors là, c'est un autre projet, c'est Vatel, qui a été réalisé par Roland Joffé. Et là, on est vraiment au XVIIe siècle. Donc, c'est une fête qui est donnée à Chantilly par Condé, qui est le beau-frère du roi, ou l'oncle du roi, excusez-moi. Et il y a tout un jeu politique extrêmement fort entre Louis XIV et Condé, entre son oncle et Louis XIV. Et c'est vraiment ce qui était intéressant, et ça c'est vraiment la proposition que j'ai faite à Roland Joffé. Je voulais vraiment montrer la démesure des décors qui étaient faits à la cour de Louis XIV. Et
oui, que ce soit à Versailles ou à Condé ou au château de Vaux-le-Vicomte, il y avait vraiment une démesure dans les fêtes qui étaient données. Et je voulais vraiment essayer de donner cette impression d'extravagance. Et quelque part, c'est dans ces moments-là, dans ces fêtes-là, qu'était montrée toute la puissance artistique de la cour de France. Et pour faire ça, encore une fois, on avait pas mal de budget, mais pas du tout suffisant pour recréer la splendeur de ce qui était fait. Et du coup, j'ai vraiment travaillé sur la technique des toiles peintes, des trompe-l'œil. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai dessiné beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur l'opéra, à l'opéra. J'ai travaillé beaucoup avec le Cirque du Soleil. Et donc, j'ai une grosse connaissance du monde du spectacle. Et je voulais vraiment amener le monde du théâtre et de l'opéra dans ce film-là. Et je voulais vraiment travailler avec des trompe-l'œil de théâtre. Et c'est ça qui nous a un peu, avec des techniques très traditionnelles de machinerie de théâtre, de montrer l'extravagance de la cour de Louis XIV. Et on a vraiment travaillé juste avec, je ne sais pas si on voit, oui. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en faisant de la documentation, parce que encore une fois, je fais beaucoup de documentation sur tous mes films, il y a beaucoup d'idées qui sont venues de la lecture des comptes rendus des fêtes qui étaient donnés à Louis XIV, et on s'aperçoit que, par exemple, nous, on fait un feu d'artifice qui dure 2 minutes dans le film, mais je me suis aperçu que Louis XIV faisait faire des feux d'artifice qui duraient toute la nuit. Ça veut dire qu'il y avait une quantité d'explosifs, de feux d'artifice qui était phénoménale. Et on s'aperçoit que nous, on a l'impression, par exemple, cet arc de triomphe qui est en toile peinte et qui fait 15 mètres de haut, en fait, lors d'une fête, Louis XIV, en partant du château de Vincennes pour aller jusqu'au Louvre, avait fait construire des décors en toile peinte comme cela. Depuis le château de Vincennes jusqu'au Louvre, ça doit faire à peu près 6 km. Et pendant 6 km, il passe à travers des décors comme cela. Donc, en fait, ce que moi j'ai essayé de montrer dans un film, la réalité était bien au-delà de la capacité de ce que nous, on était capable de faire. Et c'était vraiment à travers ces trompe-l'œil que j'ai vraiment essayé de montrer cette richesse et la beauté de ce qu'ils étaient capables de faire pour des fêtes. Donc encore une fois, c'est un film où là, c'est un film d'époque, on n'est pas dans la réalité, on n'est pas dans un monde extravagant, on est dans une reconstitution historique, mais même dans une reconstitution historique, on peut avoir un point de vue de directeur artistique qui est très fort et qui fait que le film est très particulier. Il y a eu beaucoup de films qui ont été faits sur Louis XIV, mais celui-là est vraiment allé très loin dans la reconstitution des décors, dans l'extravagance des décors. Et tout ça, c'est en fait simplement le fait de choisir de le traiter à travers des techniques théâtrales, à travers des techniques d'opéra, de machinerie très classiques, très simples. Il n'y a aucune nouvelle technologie, il y a eu très très peu de trucage numérique sur ce film. Et je pensais que moi, c'était une façon d'ancrer une certaine réalité de la cour de Louis XIV. Donc, encore une fois, même un film historique, on peut trouver un biais artistique pour raconter ce qu'on a raconté avec les décors. Claro. Una pregunta con respecto a eso. Pareciera que en una película histórica uno recrea y en la otra uno crea, ¿no? Pero claro, en esa recreación, ahí es donde viene el punto personal del director de arte, donde cómo decide darle ese tono personal a lo que está recreando, ¿no? De repente, películas como Jackie puede ser un poco más rígido que la de Batel, quizá, no sé. Pero ¿cómo es ese proceso en el cual uno le da ese toque personal en relación a lo que quiere el director? Porque el director de repente quiere algo muy, muy representante de su momento y no quiere que es más rígido en su idea de lo que quiere ver en la dirección de arte, y el director de arte justamente quiere darle una propuesta más fresca, más propia, ¿no?
Encore une fois, moi je travaille, peut-être que c'est très français ça, mais le metteur en scène, c'est vraiment pour moi la clé d'un film. C'est son point de vue qui m'intéresse. C'est comment lui a envie de traiter son film. Et par exemple, Roland Joffé voulait vraiment moderniser la façon de montrer le XVIIe siècle. Il voulait avoir une lecture qu'on n'avait jamais. euh, Souvent, jusqu'à Vatel. Depuis, il y a eu la série Versailles qui était intéressante parce que ils ont eu une autre façon de faire un film d'époque. Mais jusqu'à présent, en France, quand on faisait des films historiques, on allait souvent dans des décors naturels et puis on faisait pas très attention à l'harmonie colorée, on essayait de faire avec ce qu'il y avait, et puis on mettait des costumes, mais en fait, il n'y avait jamais une conception générale de l'image et de la direction artistique. Sur Vatel, la première chose que m'a dit Roland Joffé, il m'a dit j'aimerais beaucoup que les couleurs soient très saturées. Je voudrais pas faire encore un film d'époque où tout est un peu couleur sépia parce qu'on est dans le passé, parce que c'est un film d'époque. J'aimerais que, au contraire, ce soit un film très coloré, que ce soit un film très contrasté. Et pour ça, il a vraiment demandé au chef opérateur, qui était Robert Fraisse, qui a fait beaucoup de films de Jean-Jacques Hano, qui a beaucoup travaillé aux États-Unis sur des très gros films. Et il lui a vraiment demandé de travailler avec une pellicule, on était encore à la pellicule, c'était une pellicule AGFA qui saturait beaucoup la couleur. Et c'est pour ça aussi que le fait de travailler sur des toiles peintes a permis de travailler sur la saturation des couleurs. Et son point de vue, c'était vraiment comment est-ce que je peux avoir un regard plus moderne sur un film d'époque. Et, euh, et c'est pour ça, en fait, que, encore une fois, c'est vraiment la première chose pour moi, c'est la proposition du metteur en scène. C'est aussi pour ça que c'est important de choisir des metteurs en scène qui ont un grand talent. Moi, pour moi, j'ai eu la chance de travailler avec des grands metteurs en scène comme Bertolucci, Roland Joffé, Norman Jewison, Polanski. C'est vraiment des gens très forts et Gaspard Noé pour les plus jeunes, ou Pablo Larraín, pour moi, est un très, très grand metteur en scène. Et c'est vraiment à partir de leur proposition, de leur vision, que moi, je dois faire une proposition artistique. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait un film simplement en me disant, bon, ben, on va construire. Vous savez, en France, je pense que ça vient de la nouvelle vague, on dit souvent, un bon décor, c'est un décor qui ne se voit pas. C'est-à-dire que c'est un décor qui est tellement réaliste qu'on ne sait même pas que c'est un décor. Et moi, j'ai un petit problème avec cette affirmation parce que je pense qu'un décor, ça doit raconter une histoire, ça doit raconter un personnage. Euh, je vais vous expliquer très rapidement un exercice que je faisais à l'école de cinéma, à la FEMIS. J'ai été pendant une période très courte directeur du département de décor à l'école de cinéma à Paris. Et je faisais faire la première année, euh, il y avait un cours de décoration qui était donné aux réalisateurs, producteurs, chefs opérateurs, décorateurs. Tout le monde était réuni dans ce cours-là et je leur faisais remplir, c'est un cours que j'ai pris du Bauhaus de Johannes Itten. Et la chose, c'est vous prenez une feuille de papier avec un quadrillage de 10 cases par 10 cases, donc il y a 100 cases à remplir. Et je leur donnais des feux, de la peinture, du papier collant. Et je leur disais, mais remplissez cette grille avec de la couleur. Et puis je m'en allais, je laissais une assistante avec les élèves et ils étaient là très surpris, ils ne comprenaient pas pourquoi je leur demandais ça. Et la semaine d'après, on se revoyait et toutes les grilles colorées étaient affichées au mur avec la photo de l'élève. Et je laissais les élèves rentrer. Et il y avait une chose qui était très évidente, c'est que chaque photo et chaque harmonie colorée correspondait. Et ce que ça voulait dire, en fait, et je leur disais, ben voilà, on est tous à l'aise
avec une harmonie colorée qui nous représente, on voit très bien notre caractère à travers cette harmonie colorée. Et je leur disais, voilà, ça c'est la base du décor. C'est-à-dire qu'à partir d'une harmonie colorée, de saturation, de contraste, de valeur, vous pouvez raconter une personnalité, une atmosphère, une situation. Et ça, c'est important pour un chef opérateur parce que sa lumière, est-ce qu'elle va montrer la couleur? Est-ce qu'elle va tuer la couleur? Est-ce qu'elle va être très monochrome? Est-ce qu'elle va être très contrastée? Tout ça raconte quelque chose. Tout ça a un sens très fort. Pour le réalisateur, à partir de cet exercice, il peut prendre conscience de l'importance de l'harmonie colorée, de la puissance de la couleur, et aussi comprendre comment un décor va pouvoir raconter un personnage ou au contraire se mettre en opposition avec une situation. Et que l'utilisation simplement de la couleur, puis plus tard on va apprendre de l'architecture, du style, tout ça raconte quelque chose dans une image. Et l'importance du décor, si on y fait attention, peut vraiment aider un réalisateur à raconter à avoir un point de vue sur son film et à raconter une situation. Et c'était un exercice que j'aimais beaucoup faire parce que c'est vraiment la question fondamentale de à quoi sert un décor et à quoi peut me servir un décor et comment je peux utiliser le travail de mon directeur artistique et travailler avec lui pour rendre mon film plus fort. Donc voilà, cet exercice du bar rose de Johannes Itten est pour moi un peu la base de la discussion sur chaque film. Eso, algo que dijiste antes sobre que de la nueva ola, que había esta idea que viene de esa época de que la escenografía fuese lo más neutro posible, ¿no? Y que yo creo que siendo director también me parece un equívoco completo porque lo que quieres es que toda la película sea un lenguaje, todos los aspectos de la película, ¿no? Y hay una tendencia a que el guión, un poco de los actores, lo principal, y la edición al final, ¿no? Regresando a la ciudad de los niños perdidos, ahí sientes que en realidad los actores y la historia están al mismo nivel que la escenografía. Todos son elementos de un conjunto que es la obra de arte, ¿no? Donde no hay preferencias por la actuación. O sea, todo está en una armonía absoluta, ¿no? Y ese tipo de películas son bien difíciles de encontrar, yo siento, porque generalmente se prioriza el guión y a los actores. Es un poco lo que se hace. Y realmente yo creo que el lenguaje del cine es justamente darle un valor a todos los elementos que te transmiten una emoción, ¿no? Y que contribuyen entre ellos, que es lo que se logra bueno, en La Ciudad de los Niños, creo que es el ejemplo perfecto para eso. No es una pregunta, es un comentario, porque creo que es un poco lo que se debería hacer en cuanto a dirección de arte en el cine, ¿verdad? ¿No? La dirección de arte puede levantar mucho el nivel expresivo de la película. Al final siempre es expresionista, ¿no? O sea, la dirección de arte lo va a volver, va a expresar de una manera a la historia. Oui, ce qui est drôle, c'est que j'aime bien faire aussi des tout petits films avec des jeunes réalisateurs et j'ai fait il y a 2 ans un film de Louis Garrel et qui est un comédien assez connu en France et qui réalise maintenant. Et il fallait faire juste un petit appartement. Et Louis Garrel vient vraiment son papa est aussi réalisateur. C'est vraiment, son grand-père était acteur de la Nouvelle Vague. Il est très, très attaché à tout ce qui est Nouvelle Vague, du cinéma tourné rapidement avec très, très peu d'argent. Il aime beaucoup cela. Et, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui est très attaché à l'image, qui est très attaché à l'esthétique. Et ce qui était assez drôle, c'est que sur son film, notre référence artistique, c'était les films de Truffaut des années 60, les premiers Truffaut. Et en fait, on essayait de regarder comment Godard, comment Truffaut utilisaient le décor, la couleur, le fait de très peu meubler. Et en fait, toute l'esthétique de la Nouvelle Vague est devenue notre esthétique sur ce film-là. Donc, même
Godard et même Truffaut qui disaient ne pas s'occuper du décor, en réalité avaient une esthétique très forte. On le voit plus maintenant, c'est plus facile de le voir maintenant, Claro. mais ça c'est comme un retournement. Donc je pense que oui, tout film se doit d'avoir une esthétique, même si elle est très simple. Regardez même euh, Taxi Driver qui veut être très réaliste et très dans la nuit new-yorkaise, en fait, a une esthétique très forte. Parfois, il nous faut du temps pour comprendre et analyser une esthétique, mais aucun film n'est neutre et aucun film ne doit être neutre. Je pense que d'où la place importante des directeurs artistiques, même si c'est pour s'effacer, il faut toujours avoir un point de vue sur la qualité de son image. Je pense que c'est primordial, oui. Sí, totalmente. Ya acá hay una pregunta que me hacen. A su gusto personal, ¿cuáles son los colores de su preferencia a privilegiar en un film? Oh, alors ça, c'est une question piège parce que, par exemple, on dit toujours qu'il ne faut pas utiliser de rouge dans les films parce que la pellicule réagit très mal au rouge, parce que c'est une réaction beaucoup plus forte. Mais la réalité, vous voyez les images qu'on a vues tout à l'heure, que ce soit sur La Cité des Enfants Perdus ou sur Climax, le rouge est utilisé de manière très très forte et très saturée. Non, je crois pas qu'il y ait des couleurs particulières. Non, chaque film, encore une fois, doit. C'est un peu comme quand on dit qu'une couleur est laide. Je ne pense pas qu'une couleur est laide. Elle est laide dans une harmonie colorée. Elle est laide si elle n'est pas si elle ne répond pas aux couleurs à côté. Je pense que toutes les couleurs sont belles. C'est vraiment la façon qu'on a d'agencer ces couleurs qui crée une force ou pas. On peut vraiment rater une harmonie colorée, ça c'est vrai, mais je ne crois pas qu'il y ait de couleurs particulières à respecter. Il y a beaucoup de films, on peut regarder l'histoire du cinéma et analyser la couleur des films et s'apercevoir que chaque film a une gamme de couleurs très particulière. Acá nos hacen otra pregunta. Quisiera saber si alguna vez pensó en dirigir una película propia de su autoría. Porque bien podría y probablemente sería una gran película, dada la tremenda experiencia. Alors, ça, c'est une question piège parce que à l'origine, je faisais l'école des beaux-arts, j'étais maquettiste d'architecture et avec deux amis, on écrivait des scénarios, on voulait réaliser des films. Et à aucun moment, j'ai pensé être décorateur. Et c'est vraiment juste en allant donner un coup de main sur un petit film où il y avait très, très peu d'argent. Et j'ai tellement aimé ça que finalement, j'ai fait tout le film. J'étais sur le plateau, j'étais accessoiriste de plateau. J'étais tout seul, en fait, pour m'occuper du décor de ce film. Et c'est un tout petit film qui n'est pas du tout connu, mais que les gens aiment beaucoup parce que ça s'appelle Beau temps, mais orage en fin de journée. Et c'est vraiment le film où j'ai découvert que aimer le cinéma, aimer la peinture, faire des maquettes, tout ça ensemble, ça voulait dire faire des décors de cinéma. Mais j'y avais jamais pensé. Et avant, je voulais réaliser. Oui, j'ai toujours eu cette démarche au début. Maintenant que j'ai fait une longue carrière, c'est vrai que j'ai envie de faire un film d'animation et que peut-être que j'arriverai à le faire. Mais je pense surtout que le fait d'avoir pensé le cinéma, c'est-à-dire d'avoir rêvé des films, d'avoir réfléchi à comment faire une image, c'est ça qui. J'ai jamais été, je me suis jamais senti brimé de ne pas avoir réalisé de film. J'adore mon métier et je le trouve très très beau. Mais par contre, le fait d'avoir à un moment donné rêvé de réaliser des films, ça m'a permis de comprendre ce qu'est la narration du film, ce qu'est la vision du film. Je pense qu'une qualité que j'ai, c'est que je visualise extrêmement bien
les images à l'avance, je visualise les décors avant, je suis capable d'imaginer, j'ai cette facilité-là et je pense que c'est, par exemple, en ce moment, je travaille à la préparation d'un film avec Jean-Jacques Hano sur l'incendie de Notre-Dame. Et ce matin, je lui ai montré comment on allait mélanger, on allait tourner en studio, mais aussi dans une cathédrale dans le sud de Paris et une autre dans le nord de Paris. On allait mélanger un peu ces différents décors. Et je lui ai montré en fait une espèce de storyboard où je lui montrais comment ça allait se passer. Et il était extrêmement content, impressionné. Et évidemment que je ne suis pas du tout en train de faire le découpage du film, mais je pense que j'ai cette capacité, le fait d'avoir rêvé de réaliser, ça a fait que je suis capable de vraiment visualiser et d'accompagner le metteur en scène pour expliquer techniquement comment on va pouvoir faire un découpage et mélanger des décors qui techniquement sont à des centaines de kilomètres les uns des autres. Donc je pense que d'avoir pensé à la mise en scène, ça a fait que je me suis mis du point de vue du metteur en scène et que je comprends en fait la demande des metteurs en scène et aussi pourquoi je respecte autant le travail des metteurs en scène. Bueno, si haces alguna película de animación va a ser control absoluto, ¿no? Aquí hay una pregunta, ¿cuáles son las propuestas que te son llamativas al momento de elegir un proyecto? C'est la qualité du metteur en scène, ça c'est très très important pour moi. J'ai vraiment besoin d'avoir une confiance absolue et un respect absolu dans les metteurs en scène avec qui je travaille. Ça c'est vraiment, c'est pas tellement, c'est pas moi qui fixe une qualité, mais c'est aussi le respect. Je suis très cinéphile, je regarde beaucoup de films, je suis très intéressé par l'histoire du cinéma, je regarde les films très anciens comme les films très contemporains, j'aime beaucoup les jeunes réalisateurs, mais j'ai besoin de comprendre la vision du metteur en scène, j'ai besoin d'avoir confiance dans sa vision, de la partager, et je crois que c'est la première chose. Après ça, c'est vraiment la qualité du script. J'ai fait un seul film de comédie, j'ai fait 20 ans, 20 ans d'écart avec David Moreau, et c'est resté comme en France comme un très joli film, très drôle, mais de très bonne qualité. Donc j'ai besoin, je suis pas, je suis pas cloisonné, je refuse pas de faire des comédies, mais j'ai tellement besoin de penser que ça va être un joli film, un film intelligent. J'adore l'humour dans le cinéma, mais je trouve que c'est une des choses les plus difficiles à faire. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir confiance dans l'écriture du scénario et dans le metteur en scène. Après, que ça soit un petit budget et un gros budget, ou un gros budget, pour moi, c'est pas ça qui est important. Évidemment qu'on aime beaucoup faire des films avec beaucoup de reconstruction, mais des fois, juste par exemple, faire Climax de Gaspard Noé, ça a été un grand plaisir à faire, mais surtout, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vraiment appris à travailler avec un metteur en scène qui est réputé pour être très difficile avec ses décorateurs. Et je me suis aperçu que, par exemple, avec Gaspard Noé, si on était encore plus fou que lui, plus rapide que lui pour lui faire des propositions qui vont être plus incroyables que ce que lui aurait pensé, à ce moment-là, vous avez gagné sa confiance et c'est vraiment un bonheur de travailler avec lui. Donc, encore une fois, chaque film est différent, mais il faut qu'il y ait un enjeu. C'est vrai qu'il faut un enjeu de qualité, il faut un enjeu de plaisir pour faire ce film. Y tengo una cosa con respecto al público. Hay en películas como La ciudad de los niños perdidos o películas
Hotel Budapest o no sé, películas donde la dirección de arte es tan fuerte, Los Paraguas de Cherburgo, ¿no? O películas así que son muy, que digamos la parte emocional está casi como que recae en la parte artística, quizá hay una pérdida de apreciación en el público, o sea, el público como que su parte emocional se va más hacia la historia, o no tiene esa habilidad, tanto esa sensibilidad para captar esa parte tan artística, y quizá eso explica por qué no hay tanto interés en desarrollar ese tipo de cine, o no, no sé qué opinas de eso. Alors, c'est vrai que de faire des gros décors, de faire des directions artistiques très fortes, des fois peut prendre le devant de la scène. Mais ça, en fait, de l'expérience que j'en ai, c'est un défaut qui n'apparaît que dans les films qui ne sont pas assez forts. C'est vrai que, euh, par exemple, quand vous parlez In the Mood for Love de Wong Kar-wai a une direction artistique très très forte et pourtant on ne se souvient pas de l'image du film, on se souvient surtout de l'émotion du film. Donc je pense qu'une direction artistique très forte n'est pas un désavantage pour l'émotion, mais je pense que l'émotion doit être d'autant plus forte pour supporter une direction artistique très puissante. Et il y a beaucoup les films de David Lynch sont des films extrêmement étranges ou avec des sentiments très très fins, très particuliers, et pourtant la direction artistique est extrêmement forte. Je pense que la direction artistique doit être vraiment en adéquation avec. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une direction artistique contre un metteur en scène. Il faut vraiment accompagner le regard du metteur en scène pour vraiment être en harmonie. Il y a beaucoup d'exemples où la direction artistique est beaucoup plus belle que le film et quelque part a gâché le film parce que trop fort. Mais je pense qu'en fait, c'était parce que c'était des films qui, à la base, peut-être l'histoire, peut-être la mise en scène, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ce sont des films qui n'étaient pas assez puissants. Il y a beaucoup de références de films avec des directions artistiques très belles, très fortes, et qui sont des films très, très émouvants. Et je pense que c'est juste un problème d'adéquation entre un univers très fort et une force émotionnelle ou dans la narration. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, en tout cas. Okay. Aquí hay una pregunta. ¿Interviene usted en la creación de decorados que se hacen hoy en día en imágenes digitales? Alors oui, oui, bien sûr. Ça marche pas tout le temps, mais par exemple, là, cet été, j'ai fait un film de science-fiction pour Alexandre Aja. Alexandre Aja, c'est un réalisateur français qui a fait The Scroll, La colline à des yeux, Piranha 3D. C'est un jeune réalisateur français qui a une grosse carrière en film de genre à Hollywood. Et à cause du confinement, à cause du Covid, il était coincé à Paris et du coup, il a fait un petit film de science-fiction à Paris qui était extraordinaire à faire. On a fait très rapidement avec beaucoup de décors. Et on a fini de tourner le 20 août et je suis encore en train de dessiner des décors pour la post-production numérique. Donc, c'est moi qui dessine jusqu'au bout, oui, tous les décors. Et je tiens à le faire et j'essaye sur les films que ça soit vraiment moi. Mais par exemple, sur J'accuse, c'est vraiment Roman Polanski qui a voulu faire ce travail. Alors, j'avais donné toutes les directions à l'équipe de post-production, toute la documentation, tout était prêt. Mais c'est vrai que c'est Roman Polanski qui a voulu faire le travail de suivi artistique avec les gens du numérique. Et moi, j'ai pas été associé, mais la plupart du temps, c'est moi qui le fais, oui. Mais ça peut, voilà, dans ce cas-là, c'était le metteur en scène qui avait voulu le faire. Acá me preguntan, ¿qué sientes que te debe impartir el director?
Et encore une fois, c'est ce que j'ai expliqué sur la cité, ça, des fois, ça peut être vraiment extrêmement simple. Vraiment, c'était encore une fois rouge, vert, les Docklands, Gustave Eiffel, la Casbah, c'est vraiment très simple et ça fait des univers très riches. Mais quelque part, peut-être que avec Louis Garrel, quand on a voulu refaire avec très peu d'argent l'esthétique des films de Truffaut, c'était peut-être un des films les plus difficiles à faire parce que pour recréer une simplicité, des fois, c'est beaucoup, beaucoup de discussions. Et on a passé énormément de temps à en parler, à essayer de trouver euh, le juste, la juste tonalité. Là où j'étais très, très fier, c'est que vraiment, c'est un film qui a coûté 1 million d'euros. En France, c'est vraiment rien du tout. Ça veut dire qu'on n'est pas très bien payé, que le film est vraiment très court et que le budget pour la décoration, c'est vraiment… on a pu se payer une seule journée de peintre tellement on avait peu d'argent. Et pourtant, ça a été vraiment beaucoup de travail, de choix de mobilier avec Louis Garrel. Et là où j'étais très fier, c'est quand le film est passé au Festival de Toronto, j'ai été invité à avoir une discussion entre directeurs artistiques pour que je parle de ce film-là, alors que vraiment, il y avait rien, mais ce rien, c'était vraiment beaucoup de travail. No, yo te quería hacer una pregunta. Me gusta mucho a mí el cine antiguo, me gusta mucho y trato de compartirlo con amigos, pero sin embargo, siempre hay una cosa que me dicen, pero qué artificial, qué falso se ve ese decorado, qué falso es esto, no me creo tal cosa. Entonces, cuando yo pienso que eso es esa es la experiencia que me está gustando, justamente, el ver una película, que yo soy consciente de que estoy viendo una película y que tiene un mundo creado, ¿no? Sin embargo, hay un gusto actual porque no te des cuenta que es una película, es una cosa como casi un documental. ¿Qué opinas tú de por qué esta visión cuando en 1920 la gente veía el expresionismo alemán y no cuestionaba si Caligari caminaba por los techos o qué sé yo, ¿no? ¿Por qué esa imposibilidad de ver algo estilizado fuera de la realidad? Alors, je pense que c'est un mouvement d'ensemble. C'est vrai que, par exemple, le fait de travailler en numérique et plus en pellicule, la pellicule, l'air de rien, était déjà une interprétation du réel. Il y avait déjà une façon de sortir de la réalité. C'est vrai que le fait d'être maintenant avec les caméras numériques, même si on travaille l'image en post-production, il y a une définition, il y a une notion de réalité qui est extrêmement forte. D'un autre côté, quand je regarde, c'est vrai que malheureusement, beaucoup de gens regardent des séries sur Netflix et ne font plus l'effort d'aller en salle de cinéma et regardent ça sur la télé. Et c'est vrai que d'aller au cinéma, d'aller dans une salle, quelque part, on fait pas l'effort, mais on fait le geste de sortir de sa réalité pour aller dans une salle toute noire et de se mettre à la disposition d'un film. Le fait de regarder les films à la télé, ça fait que cette notion de transposition de la réalité est moins évidente. C'est comme s'il fallait faire un effort pour regarder un film ancien sur sa télévision. Donc je pense il y a un peu l'effet, c'est pour ça que c'est aussi important de continuer d'aller au cinéma, c'est qu'on fait non pas l'effort, mais on fait le geste de sortir de son quotidien et de sa réalité. Alors on peut aller voir un film quotidien, on peut voir un film très ancré dans la réalité, proche du documentaire, comme vous dites, mais le fait d'aller au cinéma, c'est comme si on faisait le geste d'aller au théâtre, le geste d'aller à l'opéra. On va au cinéma, on est prêt à accepter une autre proposition de la réalité. Donc je pense que ça, c'est très important et que je pense que quand les gens réagissent sur le cinéma ancien en disant c'est faux, c'est parce qu'en fait, on, on, on reste devant son écran. Donc, je pense que ça, c'est assez important. Après, je me dis que les adolescents regardent beaucoup de films de Marvel.
personnellement, j'aime pas beaucoup ces films-là parce que il y a beaucoup de 3D, il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais il n'y a pas beaucoup de points de vue. Il n'y a pas beaucoup de propositions artistiques. C'est souvent une débauche d'argent, de numérique, mais je trouve que souvent, la direction artistique n'est pas ancrée sur une réflexion vraiment très artistique. J'ai l'impression qu'on fait juste des effets spéciaux pour des effets spéciaux. Donc, je pense que d'un côté, c'est toute une jeunesse qui est éduquée aux films de Marvel et qui va grandir et qui va peut-être petit à petit demander des films avec des décors et va refuser des films trop documentaires. De l'autre côté, je me dis que quand même, il reste encore des grands réalisateurs qui proposent des univers très forts et que je pense que finalement, c'est juste des cycles et qu'on va revenir avec des films avec des directions artistiques très fortes. Et d'un autre côté, en ce moment, je regarde une série sur Netflix, comme tout le monde, et quand même, je me dis que c'est vrai que c'est toujours un peu une esthétique des années 60, c'est un peu toujours la même chose, c'est un peu toujours le Las Vegas des années 50, 60 qui est proposé. Donc, il y a un peu une espèce de standardisation, mais d'un autre côté, je me dis aussi que on est dans une période un peu de transition avec les plateformes comme Netflix et Amazon, et que petit à petit, ce public-là va grandir et va être de plus en plus exigeant. Donc, je pense qu'il y a toujours une très grande demande pour avoir des directions artistiques très fortes. La seule chose, c'est qu'il faut que tout le monde soit assez exigeant, les directeurs artistiques soient assez exigeants pour sortir un peu d'une standardisation et essayer de proposer des univers un peu nouveaux. Mais je suis assez confiant sur les réalisateurs. Il faut juste faire attention que les plateformes comme Netflix, Amazon et Apple n'aient pas un contrôle trop fort sur cette esthétique. Mais quand je vois ce qu'on a fait avec Alexandre Aja cet été dans ce film de science-fiction, on a été très libre de faire une proposition artistique qui nous plaisait à nous. Personne n'a... Les gens de chez Netflix, pardon, c'était un film pour Netflix. On a eu évidemment, les gens de Netflix sont venus voir ce qu'on faisait, mais personne n'a essayé de standardiser notre travail. Donc, je pense que c'est au metteur en scène d'imposer une nouvelle écriture et de faire de nouvelles propositions. Moi, je suis toujours assez confiant là-dessus. Bueno, ya estamos llegando al final. Acá tengo una última pregunta que me ponen, ¿cuáles son los directores que piensas que serán los de la próxima generación? Los que parecen ser prometedores. Ah là là, je sais pas. Là, je ne sais pas quoi dire. Non, c'est trop dur. C'est trop dur comme question. Je sais pas. Je sais pas quoi dire à ça. ¿Estás en algún proyecto nuevo? ¿Cuál es tu nuevo proyecto ahora? Alors, en ce moment, donc, ce que je disais tout à l'heure, je suis actuellement sur un film de Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, c'est ce réalisateur qui a fait 7 ans au Tibet, Le nom de la rose. C'est un grand réalisateur français qui est assez âgé, qui a 75 ans, mais qui a beaucoup d'énergie et une très belle vision, c'est très agréable de travailler avec lui. Et c'est ce film sur l'incendie de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, la cathédrale. Et l'intérêt de ce film, c'est qu'on on va reconstruire une partie de Notre-Dame en feu. Et le point de vue, c'est vraiment d'être avec les pompiers, avec les soldats du feu et comprendre comment ça s'est passé et ce qui est très triste en fait dans cette histoire, c'est que ce jour-là, il y a eu une succession d'erreurs humaines et de fatalités qui ont fait que tout a brûlé alors que normalement, ça n'aurait jamais dû brûler comme ça. Et c'est un film assez attachant émotionnellement, mais aussi très intéressant en termes d'action parce que
on est vraiment avec des gens qui ont risqué leur vie pour sauver la cathédrale. Donc, c'est un très, très beau projet. Et ce que je trouve très, très beau, c'est que j'avais lu à propos de Notre-Dame, j'ai lu le livre de Victor Hugo sur Notre-Dame de Paris. J'ai souvent visité ce monument qui est vraiment un très beau monument de l'art gothique. Même avec Marc Caro, on est tous les deux, on adorait aller à Notre-Dame pour visiter. Et maintenant que je travaille dessus, encore une fois, je travaille dans la réalité des plans de Notre-Dame de Paris. Et le fait de rentrer si loin dans l'intimité des plans, je connais maintenant tout, j'ai visité toutes les cathédrales autour de Paris, c'est un peu une chance. La semaine prochaine, je vais visiter le chantier de rénovation de Notre-Dame de Paris. Et c'est un métier qui donne la chance de rentrer dans des univers très, très particuliers. Là, c'est quelque chose d'assez réaliste, hein, c'est l'incendie de Notre-Dame. Et pourtant, il y a toute une part, il y a une part émotionnelle et poétique très, très forte dans ce projet. Donc voilà ce qui va me prendre jusqu'au mois de juin maintenant. Bueno, ha sido un placer tenerte acá. Estamos sobre la hora. Acá está un montón de gente que me está felicitando, que te manda sus felicitaciones. Muy interesante y te felicito personalmente por tu trabajo en esta película maravillosa de los niños de la ciudad perdida que me parece un hito en la dirección de arte. Y bueno, muchas gracias por tenerte acá y ya espero traerte a Perú en un momento de manera personal. 5 bits. Oui, j'espère. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Au revoir. Hasta luego.